La Russie pensait qu'elle était intelligente. Passer de la guerre interarmes aux tactiques d'infiltration a permis aux forces de Poutine de réaliser quelques avancées. Mais cela a aussi envoyé ses soldats dans des pièges. L'Ukraine s'est adaptée, et sa nouvelle tactique meurtrière a créé une réalité cauchemardesque pour les forces russes. Elles sont traquées et tuées lorsqu'elles sont découvertes. C'est la recherche et la destruction. Et c'est la réponse de l'Ukraine à la myopie de la Russie. Pour aggraver encore la situation pour la Russie, la nouvelle stratégie de l'Ukraine a mis fin à une tactique qui fonctionnait. Dans une vidéo du 1er février, Preston Stewart détaille tout. Il pointe du doigt l'axe de Pokrovsk, où la Russie a connu tant de succès avec sa stratégie d'infiltration. De nombreux médias traditionnels avaient déjà donné Pokrovsk pour perdu. L'Ukraine est la plus grande perte de l'OTAN, selon le Télégraphe en novembre. La Russie a revendiqué la prise de la ville, a rapporté le Moscow Times début décembre. Nous sommes maintenant en février, et Pokrovsk reste défendu. Pourtant, ces affirmations existaient, car la Russie faisait entrer ses soldats dans la ville, a expliqué Stewart. La Russie envoie de petits groupes en avant, 2 à 5 à la fois, c'est sa tactique. Ces soldats avancent au maximum, cherchent un abri, souvent dans un sous-sol, avant que les forces russes suivantes n'arrivent, explique Stewart. Avec le temps, cette stratégie devait créer de petites brèches dans les défenses ukrainiennes, que la Russie élargirait ensuite avec ses soldats et unités mécanisées. C'est un processus terriblement lent. Un infiltré qui réussit devient 2, puis 4, puis 10. Si tout suit le plan russe, une unité forte pourrait rapidement se retrouver dans une ville ukrainienne comme Pokrovsk. Cela peut alors détourner l'attention des forces de défense d'autres zones du front, ce qui crée plus de brèches que la Russie peut exploiter. Répéter l'opération. C'est une tactique que Stewart juge très efficace si le pays qui l'utilise ne se soucie pas du nombre de pertes qu'il subit. C'est particulièrement vrai pour la Russie. 1,25 million de pertes, un chiffre qui ne cesse d'augmenter, prouve que Poutine considère ses soldats comme de la chair à canon. Pourtant, cela fonctionnait à Pokrovsk et dans d'autres villes comme Kupiansk, jusqu'à ce que l'Ukraine opère un changement majeur. Elle a lancé des unités de recherche et destruction. Nous allons examiner de plus près l'exemple précis de l'efficacité de ces unités à Kupiansk dans quelques minutes. Voici comment fonctionne la nouvelle stratégie de l'Ukraine. Selon Stewart, l'Ukraine a essentiellement utilisé les tactiques de la Russie contre elle. C'est le cœur de la stratégie de recherche et destruction. Au lieu de maintenir une ligne de combat stable contre les soldats russes, l'Ukraine a dû s'adapter pour devenir plus flexible et réactive face aux actions de la Russie. L'Ukraine divise maintenant ses forces d'assaut en groupes d'environ 8 fantassins, chacun partant dans une direction différente. Pour dérouter les infiltrés russes, qui pourraient les surveiller, ces unités opèrent de manière discrète. Elles passent de bâtiment en bâtiment, infiltrant presque le territoire ukrainien, à la recherche de soldats russes. Cependant, ces groupes évitent les grandes batailles après avoir trouvé ce qu'ils cherchent. Ils détectent l'ennemi et informent le quartier général, puis les drones ukrainiens décollent. Ces drones se rendent aux endroits signalés par les équipes de recherche pour exécuter la partie destruction de la stratégie. Les infiltrés russes ne savaient-ils même pas qu'ils ont été découverts. Ils n'apprennent la vérité que lorsqu'ils entendent le bourdonnement cauchemardesque des drones qui approchent. À ce moment-là, il est déjà trop tard. Les drones détruisent tandis que les unités d'assaut ukrainiennes avancent et cherchent leur prochaine cible. Preston ajoute que l'approche de l'Ukraine peut aussi évoluer. L'artillerie peut être déployée pour renforcer les drones, ajoutant davantage de puissance de feu à la phase de destruction. L'Ukraine cible aussi les voies logistiques que la Russie tente d'établir pour ses infiltrés, ce qui laisse les soi-disant soldats victorieux coupés de leurs camarades et isolés à l'intérieur des villes ukrainiennes. Ces soldats finissent encerclés, puis éliminés ou contenus pendant que les équipes de recherche et destruction poursuivent leur mission. Nous voyons ici l'usure des forces russes, par une stratégie ukrainienne ayant inversé le scénario voulu par la Russie. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En janvier, les drones ukrainiens ont tué plus de 30 et 1700 soldats russes. Beaucoup de ces morts sont survenus dans des zones grises que les soldats russes doivent infiltrer avant d'atteindre les villes où opèrent les unités de recherche et de destruction. D'après les tactiques décrites, on peut supposer qu'un grand nombre de soldats russes sont tués par des drones ukrainiens, alors qu'ils opèrent derrière les lignes de combat. Par ailleurs, en janvier, l'Ukraine a également tué environ 9000 soldats de plus que ce que la Russie a pu recruter. Ces zones de tir et ces escouades de recherche et destruction limitent la Russie, qui est moins en mesure de fournir les renforts nécessaires à sa stratégie d'infiltration. C'est énorme pour l'Ukraine,
mais aussi cauchemardesque pour la Russie. L'Ukraine est à passer d'une défense positionnelle qu'elle utilisait auparavant à une forme de défense beaucoup plus active. Ironiquement, cela l'amène à attaquer pour réduire l'efficacité des tactiques d'infiltration russes. Vieille stratégie. La meilleure défense, c'est l'attaque, ce qui fonctionne très bien pour l'Ukraine. Si vous êtes un fan de football, c'est l'équivalent pour l'Ukraine de passer d'un système de défense en zone, qui couvre la plus grande surface mais peut laisser des failles pour des attaquants sournois, à un système de marquage individuel. Cela garantit qu'il y a toujours une réponse à chaque tentative d'attaque de la Russie. L'Odessa Journal le confirme dans un article du 11 février où il cite le porte-parole des forces de défense du sud de l'Ukraine, Vladislav Voloshin. Alors qu'il explique comment cette stratégie se déroule dans les directions de Ouliapola et Oleksandrivka, Voloshin note que la Russie utilise les mêmes tactiques d'infiltration qu'elle a utilisées à Pokrovsk et Kupiansk dans ces directions. Restez avec nous. Nous verrons bientôt comment Kupiansk illustre l'efficacité de la stratégie de recherche et destruction de l'Ukraine. Sur la réponse ukrainienne à la Russie à Ouliapola et Oleksandrivka, Voloshin déclare: Nous contrôlons plusieurs zones dans la zone grise. Chaque jour, nous menons jusqu'à 12 d'opérations de recherche, de frappe et de reconnaissance, détruisant les groupes d'infiltration ennemis. Il ne s'agit pas d'une contre-offensive classique. Nous menons non pas une défense positionnelle, mais une défense active. Voloshin qualifie cette stratégie de défense manœuvrière. C'est encore la phase de recherche de l'approche. La destruction suit vite et ruine les points d'appui des infiltrés russes. Cela permet à l'Ukraine de reprendre des territoires souvent occupés initialement par peu de forces de Poutine. Ce type de libération aide l'Ukraine à éliminer les zones grises, non contrôlées par les deux camps, autour des lignes de combat, tout en cherchant à rétablir la stabilité. Avant d'aborder ce qui s'est passé à Kupiansk et ses raisons, c'est un exemple parfait de cette stratégie. La stratégie de recherche et destruction de l'Ukraine a progressé en février, après des échanges entre le ministre ukrainien de la Défense, Mikhailo Fedorov, et le fondateur de SpaceX, Elon Musk. SpaceX a coupé l'accès de la Russie aux terminaux Starlink, qu'elle utilisait pour communiquer avec ses soldats, et les coordonner sur les lignes de combat. Cette décision a un impact négatif sur les grandes offensives que la Russie lance parfois. Mais pour les infiltrés, qui sont déjà isolés par la stratégie de recherche et destruction, la perte de Starlink équivaut à la disparition du dernier rayon d'espoir qu'il leur restait. Imaginez, vous êtes un soldat russe infiltré derrière les lignes ennemies, attendant des renforts. Ils ne sont pas encore là. Vous êtes ici depuis des semaines. Parfois, des voix et des drones passent, vous vous cachez, espérant ne pas être repéré. Votre seul réconfort est le terminal Starlink pour rester en contact avec le commandement. Au moins, cela vous donne une idée de la situation au front, même si vous ignorez qu'une grande partie de ce qu'on vous dit est faux. Puis la connexion se coupe. Vous ne savez pas pourquoi, vous ne savez pas comment. Tout ce que vous savez, c'est que vous êtes maintenant vraiment seul. À présent, le bourdonnement des drones et les bruits furtifs des soldats ukrainiens sont si forts qu'ils forment une cacophonie. Dans votre tête, vous allez être attrapé. L'Ukraine est en train de chercher. Il ne faudra pas longtemps avant que les bourdonnements que vous entendez ne deviennent les drones qui détruisent votre position. C'est le cauchemar auquel la Russie est maintenant confrontée avec la perte de son accès à Starlink. Cependant, l'exemple de Kupiansk, que nous avons déjà évoqué à plusieurs reprises, est remarquable, car l'Ukraine a réussi la libération complète de la ville en utilisant sa méthode de recherche et de destruction. Bien avant que Musk ne prenne sa décision, vers la fin de 2025, la situation à Kupiansk semblait désespérée pour l'Ukraine. Les infiltrés russes progressaient, et les brèches qu'ils créaient forçaient l'Ukraine à étendre ses défenses, alors qu'elle tentait de contenir les offensives fragmentées de la Russie. Tout cela a culminé avec rien de moins que Poutine lui-même, affirmant que Kupiansk était tombé aux mains des forces russes le 2 décembre. Cette affirmation n'était pas fortuite, étant donné sa proximité avec les négociations de paix entre la Russie et les États-Unis. Mais la réalité, comme nous l'avons vite vu, était tout autre. Selon The Times, la Russie a facilement infiltré Kupiansk en traversant la rivière Oskil via un gazoduc. Ensuite, elle a discrètement fait entrer des soldats dans les villages voisins. L'avancée russe avait débuté lentement mais sûrement. Le pipeline continuait d'envoyer des soldats dans la région. Chaque arrivée offrait de nouvelles occasions d'infiltrer Kupiansk, rendant la situation critique. Le colonel ukrainien Serhiy Sidarin a déclaré au Times: « Nous aurions pu complètement perdre le contrôle de la ville si l'Ukraine n'avait pas réagi à cette situation. Elle aurait perdu Kupiansk. Alors l'Ukraine a changé son approche défensive. » Détruire le pipeline utilisé par la Russie pour infiltrer Kupiansk a été une grande opération, l'Ukraine annonçant sa destruction à la mi-décembre. Avant cela,
La division des forces d'assaut ukrainiennes à Kupiansk avait déjà entraîné la formation d'unités de recherche et de destruction. Le Times indique que ces unités collaboraient avec des groupes de renseignement en source ouverte pour obtenir des cartes en temps réel de la guerre. La Russie a aussi revendiqué des avancées dans le secteur de Kupiansk. Comme indiqué, ces affirmations concernaient souvent quelques soldats russes tentant de s'installer après l'infiltration. Ce renseignement a permis aux groupes ukrainiens de recherche et de destruction de localiser les occupants à l'intérieur de Kupiansk. Les forces ukrainiennes infiltraient les lignes que la Russie tentait d'établir. L'ironie est qu'elles faisaient en non seulement ce que faisait la Russie, mais en mieux, et accomplissaient tout cela. Dans les semaines précédant la grande proclamation de Poutine selon laquelle Kupiansk avait été capturé, comme l'a rapporté plus tard United 24 Media, la mise en place de cette approche de recherche et destruction équivalait au lancement discret d'une tactique que la Russie n'avait jamais vue venir. L'état-major général de l'Ukraine a indiqué aux médias que l'opération avait été gardée secrète pour préserver l'effet de surprise pendant que le Kremlin célébrait la prise. Les soldats utilisés pour réaliser cette prise étaient traqués par les petits groupes d'assaut ukrainiens, puis détruits par les forces du pays. C'est la nouvelle tactique de l'Ukraine. Observer, s'adapter, s'améliorer. Tout cela a mené à l'approche de recherche et de destruction que l'Ukraine a développée. La prise de Kupiansk par la Russie est désormais la libération totale de la ville par l'Ukraine. Les soldats russes sont désormais impuissants en ville. Certains restent, mais sans option. Dans un article où il présentait une vidéo des frappes menées contre les infiltrés russes par la 13e brigade opérationnelle ukrainienne Army Informed, a déclaré que les infiltrés russes de Kupiansk se résumaient désormais à ramper hors des fissures et à mourir. Dès qu'un soldat russe prend le risque de tenter de sortir, peut-être à la recherche d'eau ou d'une meilleure position, les drones de reconnaissance repèrent leur position, à moins que les équipes de recherche au sol ne le fassent avant. Comme l'a indiqué la brigade dans la région de Kupiansk, les Russes continuent d'essayer de tenir la ville et sortent en masse de toutes les fissures. Nos opérateurs de drones ont beaucoup à faire, entraînant de nombreuses frappes spectaculaires sur l'infanterie et l'équipement ennemi. Selon Viktor Trigubov, qui est le chef du département de la communication du groupe des forces conjointes d'Ukraine, les troupes russes restantes à Kupiansk n'ont aucune chance de survivre. En réalité, Kupiansk est sous contrôle ukrainien. Le seul petit groupe de Russes est retranché dans plusieurs immeubles du centre-ville. Mais ce groupe ne peut mener d'opérations de combat sauf pour défendre leur vie, rapporte Trigubov. Et même si, par miracle, un soldat russe parvient à échapper aux équipes de recherche et de destruction et à sortir vivant de Kupiansk, ils entreront directement dans la zone de destruction établie par l'Ukraine hors de la ville. Des drones surveillent sans cesse les nouveaux infiltrés dans cette zone mortelle. Leurs opérateurs n'hésiteront pas à éliminer un soldat russe qui essaie de s'éloigner le plus possible de la ville. Un fait montre mieux que tout autre l'efficacité de la stratégie de recherche et destruction de l'Ukraine à Kupiansk. L'Ukraine contrôle désormais 90% de la ville. Passons à la question la plus importante. Que signifie l'émergence de la stratégie de recherche et de destruction pour la guerre en Ukraine en 2026 ? D'une part, cela signifie potentiellement la restabilisation des lignes de front là-bas. Nous y reviendrons bientôt. Tout d'abord, comme le suggère Stewart, il est peu probable que nous assistions à une quelconque offensive de grande envergure menée par l'Ukraine cette année. Cela n'a pas de sens pour l'Ukraine de faire cela, dit Stewart, à propos des suggestions selon lesquelles l'Ukraine pourrait chercher à poursuivre sur les succès qu'elle a obtenus à Kupiansk pour libérer davantage de territoire. Une telle offensive serait vaine, l'Ukraine devant mobiliser troupes et matériel contre les défenses russes, alors qu'elle pourrait agir autrement. Il est préférable de rester en retrait, lancer des contre-attaques, construire des fortifications, et utiliser la recherche et destruction pour anéantir les soldats russes tentant de s'infiltrer. Cela pourrait changer si la Russie adapte encore sa stratégie. Mais il semble que la Russie n'ait d'autre choix que de reprendre les grandes offensives mécanisées du début de la guerre. Du moins, cela aurait pu être une option si la Russie n'avait pas déjà perdu plus de 11 600 chars et 24 000 véhicules blindés, ce qui l'a obligé à puiser dans ses stocks datant de l'ère soviétique. L'une des raisons pour lesquelles la Russie a commencé à s'infiltrer, c'est qu'elle n'a plus la capacité d'attaquer comme elle le faisait auparavant. Selon l'analyse de Stewart, l'Ukraine poursuivra probablement les opérations observées à Kupiansk et Pokrovsk, transformant les villes que la Russie vise en pièges mortels. Sur toute la ligne de front, des équipes de recherche et destruction appuyées par drones patrouillent. L'Ukraine a déjà déclaré qu'elle menait 25% des opérations offensives sur certaines parties de la ligne de combat, et il est probable que la plupart de ces offensives se résument à des équipes de recherche et de destruction. Eh bien, il est bien plus probable que l'Ukraine mène de petites contre-attaques,
affirme Stewart. Ces contre-attaques viseront sans doute à stabiliser les lignes de front évoquées à l'instant. Il s'agit surtout de stabiliser les lignes et de renforcer la zone de destruction créée à l'est, explique Stewart sur la stratégie ukrainienne. Ce sont ces zones de destruction sur lesquelles l'Ukraine va compter pour atteindre les 50 000 soldats russes, tués par mois, que le pays vise en 2026. Ici, les équipes de recherche et destruction auront un rôle de soutien. Les zones de destruction éliminent la plupart des forces russes envoyées, et les équipes dans les villes et villages neutralisent celles qui passent et occupent les zones grises pour les fortifier et les intégrer aux zones de destruction. Cela servira toute stratégie future de l'Ukraine en éliminant les cibles russes à l'arrière immédiat. Le Wall Street Journal recommande à l'Ukraine de viser les centres de commandement de drones et les QG russes dans les territoires occupés. Les forces ukrainiennes pourraient mieux résister à la pression russe incessante si elles se concentraient davantage sur la neutralisation des opérateurs de drones russes et des postes de commandement de compagnies et de bataillons. Selon le média, en se basant sur les propos du major Oleh Chiryayev, commandant du 225e régiment d'assaut ukrainien, cela se situe bien derrière la ligne de contact. C'est difficile lorsque les lignes de combat sont instables, car l'Ukraine a besoin de zones sûres pour lancer ses drones contre ses cibles militaires. La stratégie de recherche et destruction stabilise la situation, permettant de lancer de nouveaux drones de frappe intermédiaires développés par l'Ukraine pour cibler précisément les points mentionnés par Chiryayev. Ces drones frappent là où l'artillerie ukrainienne et les drones FPV n'atteignent pas. L'idée sera de créer un cercle vicieux d'échecs pour la Russie. Poutine continuera d'ordonner des assauts, mais à mesure que les drones de frappe intermédiaires détruisent les centres de commandement, les opérateurs de drones, les dépôts et bien d'autres cibles derrière les lignes, les assauts menés par la Russie seront affaiblis. Les infiltrés qui parviennent à percer ne recevront pas le soutien dont ils ont besoin, et ils seront constamment traqués par les équipes de recherche et de destruction ukrainiennes. Les zones de destruction s'intensifieront, plus de Russes mourront, et Poutine assistera impuissant au retournement de sa stratégie supposée gagnante en Ukraine. En somme, cela signifie que les Russes de la Russie ne fonctionneront plus. La Russie continuera d'affirmer avoir pris du territoire, comme à Pokrovsk et Kupiansk. La réalité sera que l'occupation se limite à 1 ou 2 soldats éliminés en quelques jours ou heures, quand ils tentent d'établir des positions. La stratégie de recherche et destruction prépare beaucoup pour l'Ukraine, laissant à la Russie seulement des victoires de propagande de moins en moins convaincantes. Nous avons souvent mentionné les zones de destruction de Kupiansk dans cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur elles et sur les couloirs mortels de drones que l'Ukraine crée autour de la ville, libérée par ses escouades de recherche et destruction. Assurez-vous de regarder notre vidéo, et si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous et rejoignez The Military Show, alors que nous révélons la vérité derrière les mensonges de l'invasion de Poutine. Et merci, comme toujours, de nous avoir regardés.